Voici les fameux critères dans un tableau, regroupés dans un tableau, de la pensée post-formelle. Je vais regarder un petit peu avec vous à quoi ça peut ressembler, essayer de vous les illustrer le plus concrètement possible parce que c'est parfois difficile. Bon, alternance théorie-pratique. Ce qu'on dit, c'est la capacité de passer constamment du raisonnement logique ou abstrait aux considérations plus pratiques et réalistes. C'est un peu comme si on passait du stade formel, puis on fait un retour en arrière avec notre pensée concrète, si vous voulez. L'image que je vous ai mise là qui correspondant à ça, on a des cours à distance. Les cours à distance, eh bien, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on est toujours devant notre écran. C'est épuisant pour ceux qui le suivent, tout comme celui-là qui le donne. Alors, plutôt que de mettre toutes les heures en présentation de cette façon-là, on pourrait se dire à un moment donné, bon ben, on fait une demi-heure, je vous présente la théorie, faites votre travail de votre côté, après ça on va revenir. Je ne veux pas vous épuiser, sachant très bien que toute votre journée est occupée à avoir des cours en lien Zoom, par exemple. Donc, la théorie, c'est que je devrais toutes faire les cours de cette façon-là, puis vous devriez être capable de les encaisser de cette façon-là. Mais dans la pratique, on voit que ça ne se fait pas, que c'est épuisant, puis ça enlève la qualité à l'enseignement. Il faut trouver une autre stratégie. Ça, ce serait alternance, théorie-pratique. La définition du problème, maintenant. Habilité à définir un problème comme faisant partie d'une classe ou d'une catégorie de problèmes logiques et d'en définir les paramètres. Est-ce que ce que je perçois dans le problème, c'est la réalité du problème? Ça se peut-tu que je me trompe sur ce qu'est le problème? Vous avez des difficultés au travail. Okay? Remise de rapport en retard. Vous travaillez avec quelqu'un d'autre, il remet les rapports d'état financier en retard. La clientèle porte des plaintes. Peu importe ce que c'est, dépendamment du milieu où vous êtes, eh bien, est-ce que vous allez ajuster le mode de fonctionnement du travail d'équipe? Peut-être que oui, puis peut-être que non. Mais si au bout du compte, ces problématiques-là viennent d'une personne, une personne avec qui vous n'avez pas d'atome crochu, qu'elle a des influences sur d'autres personnes, et c'est ça qui fait... Vous savez, un élément, là, une pomme pourrie dans un sac, ben ça fait pourrir les autres, là. Ben là, ça va être à nommer. Okay? Définir le problème. Finalement, là, on n'a pas un problème de productivité, on a un problème avec une personne et le leadership négatif de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ajuste la situation? Ou bien, vous savez la suite. Il faut vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est, pas penser que c'est à côté. Des fois, c'est difficile. Alternance processus-produit. Tout à l'heure, on avait théorie-pratique. Tu sais qu'en théorie, ça devrait être ça, mais en pratique, ça ne marche pas de même. Ici, c'est alternance processus-produit. Ou la définition, habileté à voir qu'un problème peut être résolu au moyen d'un processus ayant des applications générales ou d'une solution concrète à un problème particulier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'aime bien l'exemple, c'est plus clair. J'ai fait face à ce type de problème par le passé et c'est de cette façon que je l'ai résolu. Dans ce cas, la meilleure solution serait tadam! Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu des étudiants à un moment donné qui faisaient des travaux d'équipe et puis la chicane l'a pogné. C'était vraiment, puis on était très avancés dans la session. Puis pour la remise des travaux, il y avait des étapes à faire. Puis bon, disons que là, il y avait comme des incompatibilités inconciliables entre certaines personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est réunis, on a discuté ensemble, on a trouvé une façon de... Tout le monde s'implique à part égale, sans être toujours réunis les uns avec les autres, parce que le feu pogne. Voilà. Ça a déjà marché, donc quand ça se retrouve dans des situations comme ça, j'ai des travaux d'équipe, et que c'est pour arriver, avant qu'il y en ait un qui boude l'autre, puis dit « arrange-toi donc tout seul, puis tu ne sauras même pas que tu n'es plus dans l'équipe », on est mieux de trouver une meilleure solution. Ça en est un. Ouais. Le pragmatisme. Ça veut dire pratique. Là, la définition est plus facile. Habileté à choisir la meilleure solution parmi plusieurs solutions possibles.
Encore là, ça dépend de comment tu as défini le problème. Mais il y a toujours une meilleure solution. Toujours plusieurs solutions, mais toujours une meilleure solution. Exemple personnel. J'ai un terrain, je viens de me faire bâtir une maison, j'ai un terrain qui est un vrai champ de bataille. Je voudrais avoir un beau terrassement, que ça soit cute, puis que je puisse passer ma tondeuse. Quelles sont les solutions? Je peux me faire livrer de la terre, la pelleter et semer. Je peux faire venir des beaux rouleaux de tourbe. Ça va venir un peu de terre aussi. Étendre ça, clic-clac, ça y est, ta pelouse est là, je ne peux que l'arroser. Donc, les deux, je vais, d'ici la fin de l'été, avoir une belle pelouse. Mais, il y en a un qui va prendre beaucoup plus de temps, puis qui va coûter beaucoup plus cher. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est plus pratique pour moi? On va y aller pour dérouler de la pelouse. Surtout si j'ai moyen. Ce qui n'est pas le cas. Venez m'aider. Conscience des paradoxes, maintenant. Cela est plus simple. Capacité à reconnaître que les problèmes et leurs solutions peuvent être porteurs de conflits et de contradictions. Et oui, je vous ai mis une image d'un monsieur qui tient un journal, il a le téléphone à la main, il est à la recherche d'un emploi. Il n'a pas encore quitté son emploi. Et c'est cette question-là qu'il se pose. Donc, si je quitte mon emploi, maintenant, je n'ai pas d'autre emploi. Je vais me retrouver en situation peut-être financière difficile. Si je cherche un emploi présentement et que j'en trouve un, eh bien, mais que le revenu de cet emploi-là est beaucoup moindre que qu'est-ce que je vis, mon niveau de vie actuel, est-ce que je pourrais accepter ça? On revient encore avec la problématique. Si je reste où je suis malheureux dans mon emploi, j'ai un bon revenu, est-ce que je vais être capable de tolérer ça encore jusqu'à l'âge de ma retraite? Est-ce que ma santé ne sera pas compromise par le fait que je ne suis pas bien dans mon travail? Alors ici, on les a, les paradoxes, qui vont amener la personne à se positionner, même si objectivement, si on définit le problème d'une certaine façon, on va dire, ben non, reste où tu es, tu as un bon salaire, tu as des bonnes vacances. Être heureux au travail, ce n'est pas nécessaire dans la vie. Tu es heureux dans tes loisirs. Ben voyons donc! Moi, je prône le bonheur au travail parce que c'est là où on passe le plus de temps dans notre vie. Hein? On passe des années à travailler. C'est le fun que ça ressemble à un loisir. Le dernier et non le moindre, la pensée autoréférentielle. Ça fait référence à votre subjectivité. On dit conscience qu'a une personne de son raisonnement intellectuel dans la résolution de dilemmes sociaux. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que là, tu prends conscience que c'est ton cadre de référence interne à toi qui te permet de porter un jugement sur ce qui se passe, sur ce que tu vis. L'exemple qu'ils vous ont mis là, si ton conjoint est infidèle, tu peux lui faire porter le blâme pour son geste ou tenter de comprendre la dynamique relationnelle qui l'a entraîné. Donc, si ma pensée autoréférentielle, c'est justement, c'est de sa faute à lui, il n'est pas correct, ça n'est une façon de voir. Mais quand tu en prends conscience, tu dis, il y a peut-être autre chose en arrière de ça. Lui, pourquoi il m'a trompé? Ben, c'est que quelque part, dans notre couple, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Fait que tu te détaches de ton autoréférence. Tu sors de ton cadre de référence. Plus simplement, ça vous est déjà arrivé de vous demander, ou dans vos relations amoureuses, de dire, ça ne marche pas avec lui ou ça ne marche pas avec elle. Comment ça qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas qu'est-ce que j'ai besoin, moi, en amour? Pourquoi il ne m'aime pas comme je l'aime? Ben c'est ça. Quand tu dis, je veux qu'il m'aime comme je l'aime, en tout cas, c'est ça, comme moi, c'est ça, je veux qu'il m'aime comme je l'aime. Dans le fond, si je veux qu'il rentre dans ton cadre de référence puis qu'il soit identique à toi, ben aime-toi toi-même, là, dans ce cadre-là. Non, mais c'est que l'autre, OK? Peut-être qu'il manifeste, tu vois, peut-être même pas. Il manifeste son amour, peut-être pas par des mots. Toi, tu veux qu'on dise « t'es beau, t'es belle, t'es fine, je t'aime » ou par des gestes, des câlins, des bisous, des col-col, main dans la main quand on marche, ou même des petits
des petits cadeaux, une petite pensée toujours, un petit cadeau par-ci, des petites fleurs par-là, des chocolats. Tu peux faire une combinaison de toutes ces affaires-là. Là. Ça peut être des services. Ils me donnent un coup de main. Ça, on va voir ça fréquemment. Les hommes, c'est une façon pour eux, c'est plus fréquent qu'on voit ça chez les hommes par rapport à une femme. En tout cas, lui donner des coups de main. Au lieu de dire des je t'aime, ben, il va aller bricoler quelque chose, il va faire ses changements d'huile. Pour lui, c'est une façon de dire je t'aime, il n'est pas obligé de dire voilà, OK? Voilà. Donc, des services. Aussi, se sentir aimé pour dire ah, il m'aime, c'est qu'il passe du temps de qualité avec moi. On fait des marches en forêt, on va faire des randonnées de moto, on va, je sais pas, on voyage ensemble, au moins 2 fois par année, on se prévoit un voyage ensemble. Ça, je sais que ces moments-là, c'est des moments où je sais qu'il m'aime. Mais si tu restes dans ta pensée autoréférentielle, puis tu dis, moi ça, il m'aime pas, puis tu vois pas que l'autre aime autrement, t'es pas en poste formel, tout simplement. Je vous présente ici un autre modèle du développement cognitif, qui est le modèle de Shea. Lui, sa particularité dans l'explication du développement cognitif et des changements cognitifs de l'adulte, eh bien, il fait beaucoup le lien avec la vie sociale, l'évolution de la personne avec son entourage. Donc, il y a des buts motivationnels qui vont arriver, qui vont marquer chaque étape de la vie des personnes, puis c'est ça qui va guider, dans le fond, leur évolution. Par exemple, enfance-adolescence, c'est la phase que lui, le stade qu'il appellerait le stade d'acquisition. Recevoir une formation scolaire, ça c'est l'exemple. Et oui, parce que c'est à ça qu'on se consacre. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va développer notre potentiel intellectuel, l'actualiser au mieux. C'est par nos études. Ensuite, ils démarquent réalisation personnelle. Ils disent de la fin de la vingtaine au début de la trentaine. Suivre un stage pratique au cours d'une formation universitaire. Dans le fond, réalisation personnelle, c'est que là, il va s'investir à essayer de concrètement de mettre en application ce qu'il a appris dans la phase d'acquisition. Les autres, responsabilités, engagement, réorganisation. On voit que des fois, il y en a qui couvrent une plus grande période. Responsabilité, par exemple, de la fin de la trentaine au début de la soixantaine. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est souvent la période où est-ce qu'on fonde un foyer, on est en couple, on a des enfants, on s'investit sur le marché du travail, on prend des responsabilités sur le marché du travail. Donc, c'est pour ça qu'on dit jusqu'au début de la soixantaine, parce que soixantaine, ce qu'on se dit, c'est que la personne va plutôt se retirer graduellement du marché du travail. Donc, il l'a associé vraiment à ça, la période active, travail, famille. Ça ne veut pas dire que rendu à 60 ans, tu ne t'occupes plus de ta famille, là, mais c'est d'un autre ordre. Habituellement, à 60 ans, tes petits poussins ne sont plus sous ton toit, sauf si tu as des tanguis. Voilà. L'engagement social, lui, il peut chevaucher la partie responsabilité, le stade de responsabilité, et il n'est pas donné à tout le monde d'en prendre une forme importante dans sa vie, si vous voulez. On sait qu'il y a des gens qui sont très impliqués dans différentes causes sur le plan politique, sur le plan social, défense des droits de la personne, des femmes victimes de violences. Ils vont s'impliquer dans des choses comme ça par rapport aussi à la planète, au recyclage, zéro déchet. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a des gens qui vont s'investir dans des causes plus grandes que leur bulle familiale et bulle travail. Donc, ça va être, puis pour eux, ça donne un sens. Okay. Il y a ça. Réorganisation de la fin de la cinquantaine au début de l'âge avancé. Donc, celle-là, c'est la partie où est-ce que les gens sont à l'âge mûr. Elles vont délaisser tranquillement les responsabilités par rapport à la famille, quoique, rendu à cet âge-là, pour certaines personnes d'âge mûr doivent aussi prendre la responsabilité de s'occuper de leurs parents vieillissants. Si les parents éprouvent des problèmes de santé, ils sont en perte d'autonomie. Donc, on va avoir encore de l'investissement, mais ils vont réorganiser en fonction de pouvoir se préparer à la retraite. Qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais avoir terminé de travailler? Donc, ils vont se bâtir un potentiel, si tu veux, d'activités possibles pour ne pas rester là à rien faire. Tu finis de travailler, tu ne vas pas passer le reste de ta vie à te bercer,
en regardant, comme ma grand-mère a dit, par le chat aussi. C'est ça que ça va faire. Donc, tu te prépares, tu explores différents domaines que tu n'as pas eu le temps d'explorer parce que tu étais pris par la famille et le travail. Mais aussi, tu peux avoir commencé avant ça à explorer ces domaines-là et les réactualiser. Peut-être que dans ta jeunesse, tu faisais de la musique. Maintenant, rendu à l'âge de 50 ans, tu as un bon potentiel de musicien. Eh bien, tu vas te lier à d'autres personnes pour faire un petit orchestre. Tout est possible dans ces cas-là. La phase de réintégration, selon cet auteur, eh bien, s'adresse plus à la personne d'âge avancé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les personnes vont sélectionner judicieusement les intérêts qui vont avec leur capacité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils vont commencer à mettre de côté, qu'est-ce qui est le plus important. Je pourrais prendre l'exemple, ma mère, par exemple, est une femme qui est âgée de 82 ans. Son niveau d'énergie est beaucoup moins important, bien sûr, que quand elle était dans la cinquantaine, la soixantaine. Alors, pour elle, faire les gros parties de Noël, les grosses tablées, on oublie ça. Ça, c'est terminé. Très contente de nous accueillir, mais comme elle dit, je vous accueille à tour de rôle pour avoir de meilleurs moments de qualité avec vous. Parce que pour elle, ça génère beaucoup trop un gros stress de recevoir tous ses enfants et tous les petits-enfants. Ça tourbillonne trop, c'est stressant et ça peut l'épuiser. Alors, c'est compréhensible que plus la personne avance en âge, plus elle va se concentrer sur des tâches qui sont les plus significatives, puis comment elle va pouvoir les accomplir pour que ça soit satisfaisant pour elle. Le dernier stade du développement cognitif, selon Shea, c'est cela qu'on appelle la création de l'héritage. C'est donc la période où est-ce que la personne, elle se prépare à la mort, elle veut remettre à ses enfants, à sa famille, ce qui fait partie de son patrimoine, ce qu'elle veut que les gens gardent une trace d'elle dans leur vie. Donc, c'est ça, les dispositions testamentaires, elle va faire ça à ce moment-là. C'est souvent en fin de vie. Il y en a qui commencent un peu plus tôt. Je me souviens très bien que ma grand-mère, bien avant qu'elle soit, elle était encore juste dans la soixantaine. Tout de suite, elle me disait, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. C'est comme, écoute, grand-maman, là, on veut pas entendre ça. Hein. Grand-maman, t'es pas morte encore, hein? T'es pas près de mourir, pas tout de suite. Moi, mais je veux être sûre que c'est toi qui vas avoir ça, parce que c'est toi qui fais de la couture avec moi. Donc, ma machine à coudre, mes ciseaux, elle avait entrepris disons, sa période de création d'héritage un peu plus tôt. Mais pour beaucoup de gens, ça va être un peu comme je vous disais tout à l'heure, à l'âge de ma mère qui est rendue à 82 ans, qui elle aussi commence à répartir son patrimoine, les biens de son patrimoine, s'assurer qu'il y a aussi une harmonie dans la famille face à comment on va gérer ce qui symbolisait sa vie et la vie aussi avec mon père, parce qu'elle était avec mon père jusqu'à ce que mon père décède. Donc, tout ça, ça fait partie de la création de l'héritage. Certaines personnes vont même consacrer une bonne partie de leur temps à rédiger ce qu'on appelle leur mémoire. Ce processus-là peut débuter avant la fin de la vie. Quelqu'un qui a justement les habiletés cognitives sont encore toutes là. Une personne, par exemple, qui éprouverait des difficultés mnémoniques, des problèmes au niveau de la mémoire, pourrait difficilement peut-être rebâtir son histoire suite à une maladie telle que la maladie d'Alzheimer. Ça pourrait rendre même impossible ce processus-là. Mais pour des personnes qui ont la chance d'avoir conservé toutes leurs capacités cognitives, puis qui ont intérêt pour la rédaction, écrire sa vie, réécrire les moments, parce que c'est souvent, réécrire sa vie, c'est basé sur des faits tels que vécus, donc c'est la subjectivité de la personne, c'est se raconter. Et puis c'est toujours fascinant de lire ces biographies-là, ces autobiographies-là de nos grands-parents, même raconter leurs histoires. Raconte-moi, grand-maman, toi, comment c'était dans ton temps. J'ai toujours trouvé ça extrêmement fascinant. Puis quand on a la chance de quelqu'un qui peut le mettre sur papier, ça devient aussi un héritage pour nous et nos enfants. Voici un tableau qui résume les compétences et les dimensions de l'intelligence émotionnelle,
qui ont été étudiés par le docteur en psychologie qui s'appelle Daniel Goleman. Tantôt, je l'ai appelé David, là. Je vais le rebaptiser. Il s'appelle Daniel Goleman. Et puis, comment il a divisé ça? Il a divisé ça en 2 compétences. Il y a une compétence qui est, bien sûr, personnelle, donc par rapport à soi-même, et l'autre compétence, c'est la compétence sociale, en relation avec les autres. Donc, le champ d'études pour ces travaux, s'est échelonné sur plusieurs années. D'ailleurs, il y a un volume qui est paru il y a déjà plusieurs années, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qu'on retrouve dans la collection J'ai lu bien-être, oui, ok. Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle, où est-ce qu'on parle en détail de ce qu'est des principales dispositions d'esprit dans lesquelles la personne doit se retrouver pour dans le fond, pour être, je dis toujours grandé, là. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? grandé sur elle-même. À peu près ça. Donc, si je vous lis un petit peu en arrière du volume, parce que bien sûr, Marjolaine a le volume. La conception traditionnelle de l'intelligence néglige une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles. Le quotient intellectuel n'est pas le seul critère. Il existe une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, que l'on peut stimuler et développer dès l'enfance. Refuser d'écouter ses émotions peut entraîner une instabilité générale, alors que la maîtrise de soi, motivation, respect d'autrui sont autant de qualités pour réussir. Daniel Goleman nous invite à accepter nos émotions pour développer une nouvelle forme d'intelligence. Donc, ce qui est positif dans les écrits du Dr Goleman, c'est que on peut développer ces parties-là qui sont en nous, qui peuvent être dormantes et qui, même s'ils n'étaient pas présentes, ça s'apprend. Contrairement aux autres dimensions que l'on peut voir pour l'intelligence, dans lesquelles on va, par exemple, les calculs de l'intelligence, on va dire, bon, bien, héréditairement, tu nais avec des traits, un potentiel X. Là, on dirait que ce qu'on nous apprend, c'est que c'est ouvert. Ça ne veut pas dire que tout le monde va performer de la même façon. Il y en a qui ont des habiletés beaucoup plus naturelles. Mais on peut les développer. On peut développer ça, une meilleure conscience de soi, une meilleure maîtrise de soi. Développer sa motivation. Motivation, ça veut dire aussi intérêt. Il ne faut pas être motivé, c'est pas intéressé à quelque chose. Puis dans les compétences sociales, dans beaucoup de domaines où on travaille, c'est important d'être capable de communiquer positivement avec les gens et aussi de recevoir un feedback, donner un feedback constructif, hein? Recevoir un feedback, puis même si le feedback est négatif puis qui est mal formulé, de ne pas pogner les nerfs et de te maîtriser. C'est un peu ça qui est la perspective. Beaucoup de gens ont critiqué M. Goleman en disant non, l'intelligence émotionnelle, ça n'existe pas, ce ne sont que des traits de personnalité. Eh bien, si c'était vraiment des traits de personnalité, tout le monde ne pourrait pas les acquérir. Dans ce cas-ci, on peut tous en acquérir au moins un minimum. Alors, ce n'est pas des traits de personnalité, c'est une autre forme d'intelligence, puis elle peut être stimulée dès le jeune âge. Donc, le milieu dans lequel l'enfant est élevé, ça favorise ça. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, le plus voir apparaître chez les enfants qui deviennent des adolescents et des adultes bien dans leur peau. On va y aller avec la première dimension, la compétence personnelle, qui a plusieurs dimensions, donc la première compétence, conscience de soi. Qu'est-ce que c'est être conscient de soi? C'est d'être vraiment connecté à ses émotions, reconnaître qu'est-ce que tu vis et être capable de les nommer. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que tu sens de l'humiliation? Est-ce que tu sens du rejet? Vous voyez, tous ces mots-là, tout ça tourne autour d'une dimension qui est négative, mais il faut être capable de bien la nommer pour bien la gérer. C'est un petit peu ça. Donc oui, nos états intérieurs, les états positifs aussi, là, les désirs, être capable de nommer ses besoins, et ça, c'est un travail de longue haleine. Pour ça, il faut vraiment se connaître, bien se connaître. Ça ne vous oblige pas de passer par tout un processus thérapeutique,
de croissance personnelle pour arriver à faire ça. Mais être attentif et poser des questions par rapport aux autres aussi, ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous voient, ça aide beaucoup. Le feedback des autres nous aide beaucoup à prendre conscience de ce qu'on est et de ce qu'on dégage aussi. Hein? Surtout dans la partie compétences sociales, les autres sont très, très utiles pour nous définir. Bon, la conscience de soi, donc, par rapport à moi-même, auto-évaluation réaliste de soi, connaître tes limites et tes forces. Que ce soit dans les domaines scolaires, dans des domaines professionnels, dans des domaines sportifs, être capable de dire non aux gens, parce que ça, c'est quelque chose qui va te faire vivre un sentiment d'échec. Tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là et ça ne t'intéresse pas. Ta limite, elle est là. Puis, où sont tes forces? Qu'est-ce que tu peux, dans lequel tu vas performer beaucoup pour toi-même ou pour aider les autres? Ça aussi, il faut être capable de pouvoir l'identifier. Bon, on va y aller personnel, je ne peux pas me fier à d'autres personnes que moi parce qu'on est dans la conscience de soi. Là. Conscience de soi, par exemple, moi, je suis très performante en français. Oui, j'ai développé cette qualité-là, mais c'est facile pour moi d'aider les gens à construire des documents, à rédiger des choses, parce que pour moi, ça me vient spontanément. Parfois, je me dis, on dirait que j'ai un dictionnaire qui a été enregistré de je ne sais où, qui me sort de la tête, puis j'arrive à faire des formulations vraiment adéquates dans beaucoup de situations pour des écrits, que ce soit des écrits légaux, des réquisitions, des demandes, des travaux scolaires. Ça a toujours été mon point fort. Ça, c'est ma force. Là, il me reste cependant, moi, à dire avec qui je veux la partager. Ma limite, c'est peut-être de dire que je ne veux pas partager ça avec tout le monde. Mais ça serait ma limite dans les compétences sociales. Maîtrise de soi, contrôle de soi, savoir gérer ses impulsions. Si vous êtes quelqu'un qui est très impulsif, la mèche courte, comme on dit, ça serait bien d'être capable de prendre une petite distance. Puis ça, il y a des techniques pour ça aussi, pour apprendre à ne pas réagir sur le coup, pour éviter de créer des conflits qui vont perdurer dans le temps, puis aussi de se faire une réputation de quelqu'un qui est stable émotionnellement. Donc ça, crédibilité, conscience professionnelle, adaptabilité, souplesse à l'égard des changements, ça dans la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui est important. Plus difficile à faire pour les personnes qui avancent en âge parce qu'ils se disent que ben moi j'ai l'expérience, j'ai toujours fait ça de cette façon-là et là on m'impose une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire, ça ne me tente pas, ça me fait peur. Donc l'adaptabilité est quelque chose qui se travaille. Pour rester dans le coup et dans le vent, il faut s'adapter. Autre compétence personnelle, la motivation. Donc, motivation, être déterminé à faire quelque chose et faire les efforts qu'il le faut pour atteindre notre objectif. S'engager, ben s'engager, c'est quand quelque chose te plaît, tu le fais à fond. Et ça ne veut pas dire de se retrouver dans une phase maniaque ou hypomaniaque. Ça, c'est pas de l'engagement. Ça, c'est du dérapage psychologique, émotionnel et même social. Donc, c'est ça. S'engager, c'est vraiment s'impliquer. Pour ça, il faut avoir une visée par rapport au succès, si on veut s'engager. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Initiative, savoir saisir les occasions. Des fois, c'est difficile pour certaines personnes. C'est-à-dire, oh, on a peur un petit peu, mais il faut en prendre. Puis, dans ce qu'il nous explique aussi, M. Goldman, il dit, il faut y aller petit pas par petit pas. Tu ne peux pas du jour au lendemain dire que tu vas être quelqu'un qui va déployer une initiative incroyable, qui va embarquer dans toutes sortes de projets en pleine confiance. Un instant. C'est avec des petits succès qu'on gagne la confiance en soi, puis cette confiance en soi-là vient du fait aussi qu'on a une meilleure estime de nous-mêmes parce qu'on a vécu des succès. Tout ça va ensemble. Optimiste, ça c'est le fun des gens. Comme je l'ai dit, c'est les personnes qui voient toujours le côté positif des choses plutôt que le côté négatif. Même des échecs, même des pertes d'emploi. J'en ai eu des pertes d'emploi, moi. J'en ai eu pas plusieurs, là, mais c'est dur à encaisser. Mais j'ai appris des choses très importantes par rapport à ça. Entre autres que c'était pas ma place. Bon, alors passons pour ce genre. Empathie, oui, mesdames et messieurs, vous étudiez dans le domaine où vous êtes présentement, c'est parce que
vous devez nécessairement avoir cette prédisposition en vous de l'empathie, d'être ouverte aux émotions de l'autre, d'être capable de le comprendre. Je ne vous dis pas de lire dans sa tête parce que tu poses des questions, là, mais d'être capable de te mettre à sa place. Peu importe l'élément qui t'amène, tu ne juges pas, tu accueilles. Puis tu essaies de, avec tout ce qu'il est, tout ce que tu sais de lui, c'est de comprendre pourquoi il vit cette situation-là. Donc l'empathie, compréhension des autres, sensibilité interpersonnelle, apprenez pas tout ça par cœur, hein? Support, être capable de supporter, ça veut dire soutenir la personne, oui, mais ça ne veut pas dire faire à sa place. Hein? Donc, on a reconnaissance, sens politique, savoir saisir les émotions d'un groupe et des relations de pouvoir. Ça, c'est quand vous travaillez, par exemple, en travaux d'équipe, en groupe. Vous allez voir que des fois, il y a des dynamiques de pouvoir, puis il y a des gens qui essayent de prendre le dessus sur les autres sans nécessairement avoir raison. Donc, quand vous êtes dans une situation de groupe, vous pouvez prendre une forme de leadership, un leadership sur les relations. Il y en a qui ont un leadership sur la tâche. On fait ci, on fait ça. D'autres, c'est sur les relations. Ils voient qu'il y en a qui sont un peu négligés, qu'on ne leur laisse pas assez la parole. Donc, ils vont prendre cette forme de leadership-là parce qu'ils sont attentifs, qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer ou qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Aptitude sociale, bon, le charisme, c'est pas donné à tout le monde. Et ça ne s'achète pas, ça ne se trouve pas dans une boîte de Cracker Jack, ou n'importe quelle autre boîte de céréales. Là. On ne la reçoit pas par la poste, le charisme. On peut le travailler. Mais je vous dirais que la plupart des gens qui ont du charisme, ils l'ont de façon quasi innée. En fait, ils ont des traits de caractère qui ont été capables de mettre en place puis qui ont été valorisés. Et à ce moment-là est né leur charisme. Et ce charisme-là, de ça émane une confiance en soi. Pas une confiance en soi démesurée, là, une bonne confiance en soi. Donc, social, communication, être capable d'être précis dans les messages qu'on a avec les autres, d'être précis sans que ça soit plus long, s'assurer qu'on est bien compris. Tu sais, dans la reformulation, c'est pas répéter comme un perroquet. Reformuler ce que quelqu'un vient de dire, c'est pour être sûr qu'on a compris parce qu'on a chacun nos visions puis on n'emploie pas toujours les mêmes mots pour parler de la même situation. Bon, leadership, je vous l'ai dit. Entreprise, médiation, savoir résoudre des conflits. Ça, encore là, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a des personnes qui, très jeunes, comme je vous dis, j'ai demandé à un moment donné à mes enfants, c'est quoi tes forces? Je ne sais quoi vos forces, à chacune, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes zones de fragilité. Et puis, j'ai une de mes filles, elle disait, moi là, elle dit, moi je suis sûre que plus tard, je vais devenir avocate. Ah oui? C'est quoi pour toi un avocat? Ben, elle dit, c'est quelqu'un qui résout les problèmes des autres. Alors, elle se voyait comme quelqu'un qui, tu sais, précise-moi ça. Ben, moi, elle dit, quand je suis à l'école puis qu'il y a des chicanes entre mes amis, moi, j'arrive, puis je règle tout ça. Je leur dis c'est quoi qui est bien, puis c'est quoi qui est pas bien, pour que tout le monde reparte en paix. C'était la façon d'un enfant de 10 ans de raisonner la situation. Mais pour elle, c'était comme, elle faisait de la médiation. Elle a toujours été comme ça, essayer de faire diminuer les conflits, okay, et de dire aux gens c'est quoi la part qui leur appartient, et chacun la part qui leur appartient. Donc, on peut hériter de quelque chose, mais quand on le met en pratique dans plusieurs situations, que ce soit un travail d'étudiant, des situations dans une équipe sportive, c'est là qu'on peut mettre de l'avant ces aptitudes-là et puis les mousser davantage. On n'est pas obligé d'être comme ça. En fait, l'être parfait n'existe pas. L'important pour vous autres, c'est de voir dans quelle partie vous êtes fort et surtout de voir quelle partie qui vous manque, que c'est plus faible et qui serait utile pour vous. Dans qui vous êtes, dans le travail que vous faites, dans les relations que vous avez. C'est ça. Coopération, synergie, bon, entre gens, et savoir créer des relations, entretenir des relations, amener les gens à se côtoyer. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde ait de l'entre-gens? Non, mais on peut quand même être sociable sans être la personne qui va au-devant spontanément pour rallier les gens vers un objectif ou un projet ou faire un appel à tous. Non,
C'est vraiment, écoutez-vous, regardez-vous, puis essayez de voir là-dedans. Je trouve que c'est un modèle qui est vraiment qui est facile à analyser, même juste comme ça. Là. Où sont vos forces, où sont vos fragilités, puis à la minute que tu vois que tu as des fragilités, parmi celles-là, lesquelles tu devrais essayer de travailler, puis quel outil tu pourrais te servir pour pouvoir développer ça davantage. C'est sûr que tous les écrits que vous pouvez avoir par rapport à l'intelligence émotionnelle, qui est un courant plus récent que les anciennes approches psychodynamiques, behavioristes et cognitivistes. Alors, vous allez sûrement trouver sur Internet des données pour vous aider à développer les volets que vous jugez importants pour vous. Voilà. Fait qu'on dit, merci, Daniel Goleman.